Je passe tout de suite la parole à Étienne de Durand pour le volet politico-militaire de l'accès stratégique à l'Asie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à Paris 1 et à la chaire pour cette invitation. Je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de l'Asie, mais bien des problématiques stratégiques et militaires. Donc c'est cet aspect que je vais développer plus particulièrement en me concentrant sur la rivalité première sur la zone, qui est évidemment la rivalité sino-américaine. C'est l'axe dominant, celui qui conditionne en fait toutes les autres relations et toutes les problématiques de la zone aujourd'hui et demain. Même si, je le précise d'emblée, le problème de l'accès ou du déni d'accès se pose en fait à pratiquement tous les pays de la zone pour des raisons que je vais expliciter. Alors je vais commencer par rappeler un certain nombre de données fondamentales de la situation, puis ensuite je vais m'intéresser aux dynamiques actuellement à l'œuvre, à la dynamique de compétition entre les deux pays et à ce qu'on peut déjà deviner, disons, des évolutions à moyen terme. Alors tout d'abord sur la situation et la position du problème, la rivalité sino-américaine est conditionnée par l'histoire, la géographie, mais aussi par la technologie. La géographie, tout d'abord, pardon de revenir sur des évidences, mais il faut quand même les rappeler. Il s'agit d'une zone immense et d'une zone largement maritime, qui est, selon la terminologie américaine, découpée en 3 lignes successives d'îles qui sont autant de points d'appui. On vient de parler de la première, qui enfermerait la Chine. La Chine, qui est un pays autant continental que maritime de son histoire, et qui, en l'absence de points d'appui nombreux, d'alliés, justement, a un problème de débouché immédiat et qui se retrouve dans une situation commerciale et aussi en termes d'approvisionnement qui n'est moins fragile, mais qui n'est pas fondamentalement différente de celle qu'a connue le Japon dans les années 20 et les années 30. C'est-à-dire que l'accès maritime est absolument crucial pour l'économie chinoise. Les Américains ont également un problème dicté par la géographie, ils sont de l'autre côté du Pacifique. Voilà. Donc, ils ont évidemment besoin immédiatement de capacités de projection. D'ailleurs, l'action militaire américaine, où que ce soit dans le monde, ne se conçoit que sur le mode de la projection. Il faut bien le comprendre. Les États-Unis ne peuvent agir qu'en se projetant, par définition, puisqu'ils ont un océan, et dans le cas du Pacifique, de plus de 10 000 km à franchir. Ce qui veut dire également qu'ils ont besoin de relais locaux, de bases, à la fois donc les instruments militaires de projection, mais aussi une empreinte au sol politique et logistique. Cela veut donc dire que si on se met dans une logique de rivalité, si on considère la rivalité entre ces deux pays, il y a évidemment une prime immédiate à celui des deux qui va le mieux maîtriser les espaces communs. Je vous renvoie à un texte assez connu de Barry Posen il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Command of the Commons en anglais, la maîtrise des espaces communs en français, et qui insiste justement sur cet aspect, sur cette dimension. Les espaces communs, c'est-à-dire la haute mer, le vol à partir d'une certaine altitude, l'espace exo-atmosphérique, les fonds marins également, bref, tout ce qui n'est pas les zones contestées. Les zones contestées, c'est au contraire la forêt, la montagne, les littoraux, des choses comme ça. Voilà pour l'aspect géographique. Pour l'aspect historique, je vais être très bref, mais je voudrais rappeler que l'histoire sino-américaine est riche et compliquée et mélange à la fois attraction et affrontement. On oublie souvent en France et en Europe la guerre de Corée, la violence de la guerre de Corée, qui est une guerre largement sino-américaine, en tout cas après quelques mois. Les affrontements récurrents dans le détroit de Taïwan aussi, qui a rythmé entre autres la politique intérieure américaine des années 50. On oublie plus près de nous l'influence résiduelle de Taïwan sur, disons, certains pans du Parti républicain aux États-Unis, et en miroir, bien sûr, le poids du nationalisme de la politique intérieure chinoise. Voilà, très bref rappel, mais je pense qu'il faut avoir ces éléments à l'esprit. Alors, je passe à la dimension plus spécifiquement militaire, pour rappeler tout d'abord que le maritime, la dimension maritime, sous l'autorité naturellement du capitaine de vaisseau, mais je ne crois pas qu'il me contredira. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'était autrefois. C'est un domaine militaire extraordinairement compliqué. Il y a bien sûr la dimension de surface, mais il y a une dimension sous la mer où énormément de choses se jouent, qu'il s'agisse de renseignement, de dissuasion nucléaire, on en a parlé, de contrôle des voies de communication. Je rappelle le rôle absolument décisif de la sous-marinade américaine dans le succès du blocus du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a plus été une question de sous-marinade qu'une question aérienne. L'offensive aérienne a eu son utilité propre, mais pas celle-là. Donc,
guerre de surface, guerre sous les eaux, et bien sûr aussi dimension aérienne, on a parlé des porte-avions tout à l'heure, sont déterminants en termes de portée, de puissance de feu, de volume de feu délivrable. Donc le combat maritime aujourd'hui se joue au moins sur ces trois aspects-là, et sans doute plus d'ailleurs sous l'eau et dans les airs qu'à proprement parler en surface. Il faut en plus élargir la problématique à d'autres domaines, bien entendu. Tout d'abord l'espace exo-atmosphérique, qui joue un rôle crucial en matière d'observation, de communication, de commandement, ce qu'on résume dans le jargon par l'acronyme C4ISR. Toute la guerre de précision, Precision Warfare Regime, comme disent les Américains aujourd'hui, repose sur l'espace et la maîtrise de l'espace, qui est donc en sens inverse une vulnérabilité majeure. Donc le complexe de reconnaissance frappe, pour prendre une vieille expression soviétique, le complexe de reconnaissance frappe américain, c'est-à-dire la capacité à détecter une cible, à l'engager avec des armes de précision, à vérifier les dégâts, puis à recommencer le cycle, tout ça extrêmement rapidement, repose sur la domination de l'espace et donc la nécessité de protéger toute l'armada spatiale d'observation, de communication, etc., qui rend cette forme de guerre possible. Ce qui explique d'ailleurs la nécessité des défenses antimissiles. La défense antimissile, ça permet aussi de défendre justement l'infrastructure spatiale. Donc, on rajoute à la dimension maritime la dimension spatiale extrêmement forte aujourd'hui, et puis bien sûr une dimension, je vais dire cyber, parce que le terme est à la mode, mais c'est à la fois cyber et guerre électronique en fait. La maîtrise de l'information est au cœur de la supériorité militaire américaine depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Ça a commencé à vrai dire à la fin de la guerre du Vietnam. Voilà. Donc j'ai brossé ce tableau très rapide pour que vous voyez les enjeux à la fois géographiques, historiques et politiques, et puis militaires. Alors quelles sont les dynamiques de compétition aujourd'hui à l'œuvre ? La rivalité bilatérale est bien entendu multiforme. Elle se joue aussi bien sur le plan économique et financier qu'en matière technologique et même intellectuelle. Moi, je vais m'intéresser ici, bien sûr, à la dimension stratégique et militaire, qui comprend d'ailleurs les alliances et la dimension nucléaire, mais ça, j'en parlerai pas beaucoup, puisque c'est l'objet de la table ronde suivante. Non. Là, ce sur quoi je voudrais insister, c'est la problématique de l'accès, parce que cette problématique se pose en miroir pour les deux pays, et c'est ça qui conditionne leur supériorité ou leur infériorité. Aujourd'hui, la supériorité américaine, demain peut-être la supériorité stratégique et militaire chinoise, et donc une espèce de rapport d'intimidation. Et par ricochet, bien sûr, la stabilité de tout le système de sécurité en Asie. Bon. La Chine, on a assisté depuis une quinzaine d'années à une montée en puissance très rapide militairement de la Chine. Je vais vous donner un seul chiffre, c'est celui donné par le CIPRI. De 2000 à 2010, les dépenses militaires chinoises ont augmenté de 190%. Donc très loin devant tous les autres pays du monde, en fait. C'est porté naturellement par la croissance économique chinoise, mais aussi par une augmentation progressive du budget de la défense. Ce sont les deux dynamiques, en fait. En parallèle, on a assisté au début des années 2000, si on met de côté les tensions sur la Corée des années 90, puis le fameux incident en 2000, juste après l'élection de George Bush, on a assisté à un désengagement partiel des États-Unis d'Asie, au départ, sous l'effet du 11 septembre, et donc de l'engagement qui est devenu forme de bourbier américain, l'engagement américain au Moyen-Orient et en Asie du Sud, en Afghanistan, qui a laissé des marges de manœuvre à la Chine, qui a permis aux Chinois donc d'avancer dans cette zone, on vient de le voir tout à l'heure, et ce qui a suscité en retour de la part des pays asiatiques une demande à l'égard des États-Unis, un retour d'un réinvestissement américain. Donc depuis à peu près 2009-2010, la compétition bilatérale, et en particulier de sa dimension militaire, s'est nettement durcie, avec des accrochages, avec tout un aspect de guerre entre guillemets secrète, de guerre électronique, de guerre du renseignement, de part et d'autre. Au départ, pendant les années 90 et jusqu'à à peu près vers 2005, et confrontée à une supériorité militaire évidente américaine, héritée de la guerre froide, la Chine a adopté un profil diplomatique discret et a amélioré progressivement son appareil militaire et surtout a élaboré petit à petit une posture intelligente, adaptée à ses moyens, à la situation géographique. Elle ne s'est pas lancée dans une imitation, au départ, dans une imitation terme à terme des capacités militaires américaines. Elle a fait le choix, au contraire, donc d'une posture adaptée, une posture dite de déni d'accès, qui a été d'ailleurs identifiée assez vite par les Américains. Il y a des textes là-dessus dès 95-96, donc ça va faire 20 ans. Dans le jargon du Pentagone, on parle de A2AD, donc Anti-Access Area Denial Strategy.
Il s'agit de rendre prohibitif militairement et politiquement les déploiements américains dans la zone. Alors, sur quoi repose cette stratégie? En fait, elle joue dans toutes les dimensions que j'ai brièvement rappelées avant. Tout d'abord, dimension sous-marine, bien entendu. Une dimension aérienne, anti-aérienne en l'occurrence, très forte. Les Chinois ont beaucoup investi, se sont beaucoup fournis en fait auprès des Russes. Aujourd'hui, ils les produisent eux-mêmes dans des systèmes anti-aériens performants. Ce qu'on appelle, là aussi dans le jargon, les double digit SAM, donc c'est les S300, S400 de les dénominations. S300 en l'occurrence pour les Chinois, ils ont dérivé leur propre modèle du modèle russe. Ils ont aussi développé toute une armada de missiles balistiques à courte et à moyenne portée. Le but étant d'abord, bien sûr, d'intimider Taïwan, mais ils ont amélioré au fur et à mesure la précision de ces missiles. Et aujourd'hui, un certain nombre de ces missiles sont en mesure de toucher les bases américaines les plus proches de la région, voire même de toucher un groupe aéronaval. C'est en tout cas certainement l'ambition des Chinois. Je rappelle aussi qu'ils ont développé des armes antisatellites. Je reviens à mon point précédent, l'espace comme étant la clé de la supériorité militaire américaine. Et je vous renvoie au premier test antisatellite chinois de 2007. Qui était un signal politique, mais qui montrait aussi une capacité qu'ils ont d'ailleurs développée, capacité qu'ils ont développée depuis, pas forcément par tir direct. Il y a des capacités, des possibilités d'aveugler des satellites, par exemple. Donc, un ensemble de capacités militaires développées, et je vais prendre une métaphore pour me faire comprendre. Il s'agit en fait de rajouter des défenses par couches successives dans les différents milieux. Milieu maritime, milieu aérien, milieu spatial, de rajouter des lignes de défense ou des couches défensives, obligeant les Américains à écarter couche après couche, en quelque sorte. En parallèle, ils ont développé ce qu'on appelle une posture asymétrique. C'est l'idée de la guerre hors limite qui a été théorisée par un certain nombre d'officiers militaires chinois dans les années 90 et qui consiste à s'appuyer sur le déséquilibre des intérêts en partant du principe que la Chine, dans sa zone, défend des intérêts vitaux, alors que les Américains ne défendent que des intérêts importants. Et en jouant sur ce déséquilibre des intérêts, on s'autorise, justement, on l'a vu tout à l'heure à propos du droit de la mer, on s'autorise à piétiner les règles en vigueur, y compris le droit de la guerre si nécessaire. On s'autorise en fait à utiliser tous les moyens et on développe aussi, ça sera abordé dans la prochaine table ronde, j'imagine, une posture nucléaire opaque pour jouer sur l'ambiguïté. Voilà. Alors, à partir de 2005-2006, et donc des demandes des alliés américains de la zone, il y a un réinvestissement américain dans la zone progressivement. Politiquement, ça se fait dès 2005 avec une tentative de rapprochement de l'administration Bush, plus qu'une tentative, à l'égard de l'Inde, l'idée étant d'avoir le Japon à droite, entre guillemets, et l'Inde à gauche. Et puis, avec l'administration Obama, c'est l'idée du pivotement vers l'Asie, du fameux pivot, en franglais. Il s'agit de répondre aux peurs croissantes, bien sûr, du Japon, mais pas que du Japon. Je rappelle que les Américains ont ouvert, eux qui ont beaucoup fermé de bases depuis une quinzaine d'années à travers le monde entier, ils ont ouvert une base, petite certes, mais à Darwin, donc sur la côte nord-ouest de l'Australie. Militairement, on a assisté, ça a été dit, donc je vais être rapide, à un renforcement graduel des moyens de la marine américaine. Ça s'est fait avant même les déclarations officielles, mais enfin, en gros, aujourd'hui, le Pacifique concentre 60% des moyens de la marine de guerre américaine, et si on se projette un petit peu dans l'avenir en prenant en compte les réductions probables de format, très probablement que dans une petite dizaine d'années, ça sera 70% de la marine américaine qui sera concentrée dans la zone Pacifique. Les Américains ont également essayé de développer des options leur permettant d'attaquer, d'engager les systèmes chinois, en tout cas de les menacer en temps de paix et de les engager en temps de guerre à très grande portée. Là, c'est les systèmes dits de CPGS, c'est-à-dire Conventional Prompt Global Strike, donc, ou des frappes balistiques ou des hypergliders extrêmement rapides. C'est des programmes extrêmement chers, en milliards de dollars. Donc pour l'instant, on en est encore au stade du projet, mais enfin, on voit bien l'idée. L'idée, c'est d'allonger la portée, puisque les systèmes chinois eux-mêmes se multiplient en nombre comme en portée. Eh bien, il va falloir regagner un avantage de portée. C'est aussi simple que ça, et être capable éventuellement de frapper certains systèmes cruciaux du dispositif chinois depuis soit Hawaï, soit Guam, soit voire même le territoire américain lui-même. Ils ont fait également un effort en matière de capacité spatiale, avec en particulier le développement de capacités de lancement rapide. C'est ça, pour être capable justement de reconstituer, en cas d'agression ou d'aveuglement d'un certain nombre de satellites, la capacité à une mise en orbite rapide. Et puis je rappelle que les États-Unis, avec des hauts et des bas, mais enfin sur toute la période, ont investi des sommes tout à fait considérables en matière de défense antimissile.
ce qui peut jouer un rôle évidemment, et entre autres dans le domaine naval, protéger les capacités navales américaines, mais également pour protéger leur système satellitaire. Je le rappelle, ça sert à ça. Alors, à terme, les États-Unis sont déjà largement menacés à l'intérieur donc, de la première chaîne d'îles, donc la quasi-mer intérieure chinoise, est plutôt rejetée sur la deuxième aujourd'hui, en termes de base et de capacité. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont être rejetés de la deuxième à la troisième, en fait. Bon. Ça pose un problème, ça leur posera un problème majeur. Pourquoi ? Parce que maintenir des capacités de précision à partir de la troisième chaîne d'îles, donc autrement dit l'Australie, etc., donc des choses à très grande portée, à très grande distance, ça suppose des investissements budgétaires considérables. C'est une chose de développer quelques moyens, quelques hypergliders qui se compteraient en 4, 5, 10, 15. C'en est une autre d'avoir des vraies capacités militaires, donc dans des volumes suffisants, capables d'opérer à plusieurs milliers de kilomètres. C'est autre chose de développer une flotte de drones de combat, donc pas les drones actuels, pas pour chasser le terroriste, ça c'est facile, mais des vrais UCAV, donc des systèmes très développés, capables d'opérer en zone contestée, de faire de la guerre électronique en mer de Chine, des choses comme ça. Tout ça, ça suppose des investissements extrêmement lourds, sachant que la géographie commandant, a priori, ça jouerait plutôt en faveur de la Chine, bien entendu. Il y a une dimension bien sûr aussi politique. Pour les États-Unis, il est crucial d'avoir des alliés régionaux, désireux d'avoir une présence américaine sur place et qui soient prêts à prendre des risques, qui soient prêts à être menacés directement par les systèmes chinois. Ça marche dans les deux sens. Il faut aussi, bien entendu, que la protection américaine soit crédible. Et je rappelle que les alliés asiatiques des Américains regardent ce que font les États-Unis, pas qu'en Asie, au monde entier, ils jugent la crédibilité américaine, aussi bien au Moyen-Orient aujourd'hui que face à la Russie en Ukraine. Ils regardent très attentivement toutes ces choses-là. Dans le cas chinois, bien sûr, c'est l'inverse. Il s'agit, sur le plan politique, d'essayer de ne pas trop brusquer, à pas compter, si je puis dire, les alliés, les faire rentrer dans une logique plutôt de vassalité et ne pas les pousser à bout, probablement. Mais d'un point de vue militaire, le simple développement des capacités chinoises normales, si je puis dire, sans même avoir une posture agressive, de toute façon, rentre directement et automatiquement, en quelque sorte, en conflit avec la présence américaine et avec la supériorité américaine actuelle dans la zone. Donc on voit qu'on est dans une logique d'intimidation mutuelle, en fait, logique qui pourrait d'ailleurs être décisive en elle-même, c'est-à-dire ne pas se traduire par un conflit ouvert. On pourrait très bien être débouché si on regarde en tout cas au moins certains scénarios de croissance économique avec les implications technologiques que l'on imagine, on peut très bien se retrouver à l'horizon 2025-2030 dans une situation où la géographie jouant plutôt en faveur des Chinois, et si politiquement ils ne braquent pas l'ensemble de la région contre eux, les Américains se retrouveraient mécaniquement rejetés sur la fameuse troisième ligne d'île, et donc de moins en mesure, en fait, de peser d'un point de vue militaire de façon décisive. Voilà. C'est pour ça que l'accès, et je conclue là-dessus, c'est pour ça que la problématique de l'accès au sens stratégique et technologique va être déterminant pour cette région du monde. D'un strict point de vue militaire et technologique, ce seront, de mon point de vue, probablement la domination spatiale et sous-marine qui seront cruciales, plus que les autres aspects, et la guerre électronique également, Il s'agit de peler l'oignon, en quelque sorte, c'est vraiment la problématique. Qui est des deux rivaux, qui sera le mieux en mesure de peler l'oignon, c'est-à-dire les couches défensives adverses, ça va se jouer comme ça. Et d'un point de vue, cette fois, stratégique et politique, il va s'agir pour les deux d'élaborer une posture qui soit cohérente, c'est-à-dire dans laquelle les intérêts, les actions, les discours et les capacités concordent et soient proportionnés les uns aux autres. Donc la problématique est complexe pour les deux pays, pour les Chinois comme pour les Américains. Voilà. Si l'on suppose qu'ils seront ni meilleurs, qu'ils seront à peu près aussi bons ou aussi mauvais l'un que l'autre politiquement, ce qui va donc être déterminant, ça sera l'évolution de la technologie. Et là, il peut y avoir un certain nombre de ruptures dans les 15 ou 20 ans, qui pourrait jouer soit dans le sens, entre guillemets, de la défensive, donc en faveur des Chinois, soit dans le sens de l'offensive. C'est plus compliqué que ça, parce que la défensive chinoise repose aussi sur des moyens offensifs. Mais il va falloir être très attentif, sans doute plus dans cette région du monde que, par exemple, en Europe, à ces évolutions technologiques, puisque l'équilibre de cette région et la supériorité actuelle des États-Unis, une fois encore, repose sur leur maîtrise des espaces communs, qui sont des espaces fluides, des espaces plus transparents, et à l'inverse des zones contestées, entre autres les zones terrestres qui sont dominantes dans une région, par exemple, comme l'Europe. Voilà. Donc,
en fonction des évolutions de la technologie, on pourrait assister à des renversements relativement brutaux. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les deux pays sont déjà engagés dans cette logique d'intimidation mutuelle et que cette dynamique va rester dominante dans les années à venir et se traduire ou pas, en fonction des évolutions politiques, en conflit ouvert, mais pas du tout forcément. En tout cas, la dynamique de compétition, elle est là pour durer. Merci.